Bienvenue à Planète Terre, ici Jean-François Lisée. Cette semaine, à l'émission, nous allons poser une hypothèse assez audacieuse. Que se serait-il passé si Dominique Strauss-Kahn avait été arrêté en France plutôt qu'aux États-Unis? Comment est-ce que la procédure judiciaire se serait déroulée? Nous avons demandé à Alexandre Stilios, qui est spécialiste de la comparaison entre les systèmes pénaux français et américains, de nous entrer dans cette hypothèse et de faire la comparaison entre le processus américain et le processus français et de voir lequel est supérieur ou inférieur en termes de défense des droits de l'accusé. Ensuite, nous allons changer de registre et parler de la guerre et de la démocratie. Est-ce que les pays qui sortent d'une guerre peuvent renforcer leur démocratie ou au contraire la voir s'étioler? Et est-ce qu'il y a une différence entre les pays vainqueurs et les pays vaincus lors d'une guerre? Notre collègue Frédéric Mérand a lu un livre important à ce sujet. Mais au retour, DSK, comparaison France-États-Unis. Alors, nous sommes de retour et comme promis, nous allons parler de la présomption d'innocence avec notre invité Alexandre Stilios. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. Alexandre Stilios, vous êtes maintenant professeur de droit à l'Université Laval. Vous avez fait ici un certain nombre de charges de cours à l'Université de Montréal. Vous avez fait votre doctorat en droit pénal avec le professeur Hélène Dumont. Je suis en train de le terminer, plus exactement. Il faut se dépêcher là, pour donner vos cours à Laval, qui est la grande pénaliste québécoise qu'on est très heureux d'avoir avec nous. Et la raison de votre présence ici, c'est que ces jours derniers, avec l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, on s'est rendu compte, compte tenu de la réaction française, qu'existe en France depuis l'an 2000 une loi sur la présomption d'innocence qui, en théorie, interdit de montrer à la télé ou dans les journaux les images d'un prévenu, c'est-à-dire d'un accusé mais non encore condamné, avec ses menottes au poing, alors que ce sont des choses qu'on voit ici régulièrement. Alors, expliquez-nous la logique derrière cette loi. Alors, oui, effectivement, cette loi du 15 juin 2000, dite loi sur la présomption d'innocence et sur les droits de la victime, parce qu'on oublie toujours aussi cette partie, dite aussi loi Guigou, qui était ministre de la Justice à cette époque, condamne effectivement, protège le respect de la présomption d'innocence en condamnant les médias qui diffuseraient des images, effectivement, d'un suspect montré avec des menottes ou entravé ou escorté par des policiers. Alors, il faut savoir que cette loi, finalement, elle a été faite pour qui et par qui? Bon, par qui? Par le Parlement, bien évidemment. Et pour qui? Pour des hommes d'affaires et puis des hommes politiques qui avaient été confrontés à ce genre de situation. Et c'est curieux parce qu'aujourd'hui, dans le cadre des critiques, et on fait un mauvais procès, je pense, à la justice américaine, on pourra revenir là-dessus dans quelques instants, je note que des lois s'élèvent contre cette manière de procéder. Je pense à des anciens juges d'instruction qui ont peut-être aussi des velléités de se présenter à la présidentielle en 2012. Ces mêmes anciens magistrats, ces mêmes personnes orchestraient aussi leurs arrestations avec les médias et donc... Donc, c'est un peu en réaction, en 2000, en réaction au fait que des certains hommes politiques, des juges d'instruction... aient montré des hommes politiques en menottes. Et des hommes d'affaires en menottes. Et là, on disait qu'il y avait une atteinte à la dignité humaine et surtout à la présomption d'innocence. Mais la loi s'applique à tous les prévenus, que ce soit un vendeur présumé de cocaïne ou... Dans l'histoire judiciaire, je pense que la seule personne qui ait montré ses menottes de manière spontanée et qui était heureuse de le faire, c'était José Bové. José Bové, l'intermondialiste qui avait déboulonné un McDonald's, dit-on, dans l'expression consacrée. Mais donc, depuis 2000, est-ce que ça s'applique? C'est-à-dire, s'il y a, que ce soit un politicien, un homme d'affaires ou un violeur présumé, on ne peut pas le montrer avec ses menottes à la télé française? Non, absolument pas. Et puis, toute violation doit être protégée par les magistrats. Donc, il y a une amende? Qu'est-ce qui se passe? Absolument. Les médias peuvent faire l'objet de poursuites, d'amendes. Et puis, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, peut également intervenir et puis sermonner ou avertir les médias. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Et je crois que tous les médias
ont violé Oui, là cette c'est loi. total, en première page de tous les journaux. Je crois savoir qu'aujourd'hui, les médias ont pris une décision de ne plus diffuser ce genre d'images, en tout cas concernant l'affaire DSK. Bon, maintenant, quelle est l'idée? On la sent un peu, mais expliquez-moi, lorsque la loi a été présentée, on a dit on ne veut pas montrer ces images parce que. Alors, peut-être qu'on va revenir un peu sur l'histoire de la présomption d'innocence D'accord. en France. La présomption d'innocence est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme, l'article 9, qui fait partie intégrante de la Constitution. Elle figure aussi dans un certain nombre de traités qui ont été ratifiés par la France. Je pense à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Je pense également au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et puis cette loi du 15 juin 2000 est venue ajouter un article préliminaire au Code de procédure pénale qui ne comportait jusqu'alors aucune disposition sur la présomption d'innocence, un article préliminaire qui justement mentionne cette présomption, disant que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Donc ça, 15 juin 2000, ça date à peine une dizaine d'années, on a inscrit la présomption d'innocence dans le Code de procédure pénale en France. Qu'est-ce que la présomption d'innocence? La présomption d'innocence, c'est d'abord une règle de preuve, et elle est devenue un droit avec cette loi du 15 juin 2000. Règle de preuve, pourquoi? On parle de présomption. Quand on parle de présomption, on pense tout de suite au droit de la preuve. C'est-à-dire qu'on présume que la personne qui est suspectée d'avoir commis une infraction est innocente. Ça ne veut pas dire qu'elle est innocente, on présume qu'elle est innocente. Et quel est l'incident sur le droit de la preuve? C'est qu'on va renverser le fardeau de la preuve. C'est-à-dire que ça va être aux autorités de poursuite de prouver que le suspect est finalement coupable. De faire la démonstration devant le juge ou devant les jurés que cette personne n'est pas innocente. Voilà. Mais cette présentation, à mon sens, doit être nuancée parce que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'on prend à la lettre ce que je viens de dire, on a l'impression que le suspect va rester passif et on va laisser la poursuite tout faire. Dans la réalité, et en droit français spécifiquement, c'est tout autre. Faut savoir que le suspect est toujours au centre des débats. Il n'y a pas de droit au silence en droit français. On a le droit de ne pas répondre aux questions, mais ça peut être très mal interprété par les juges et par les juges d'instruction en l'occurrence. Aux États-Unis, il y a le 5e amendement de la Constitution. On dit « je refuse de répondre à la question parce que ça pourrait m'incriminer ». Et normalement, ce n'est pas toujours le cas, mais normalement, le juré et le juge ne doivent pas présumer que ce refus de répondre est une incrimination. Tout à fait. Alors, en France, non. Alors, et on va revenir sur cette loi du 15 juin 2000 et on va reprendre un peu les étapes de la procédure et la comparer avec la procédure américaine. Et je vais vous montrer pourquoi les médias français et puis les hommes politiques français qui se sont prononcés sur cette affaire font, à mon sens, un mauvais procès au système pénal américain. Je disais qu'il fallait nuancer cette présentation de la présomption d'innocence, de ses conséquences sur un plan probatoire, parce que cette présomption d'innocence, elle subit plusieurs entorses à tous les stades de la procédure. Alors partons de la phase préparatoire du procès. Lorsqu'une personne est interpellée, elle est arrêtée, elle peut être menottée. D'accord ? Elle est ensuite conduite en garde à vue. La garde à vue, c'est déjà sur la base de quoi? Sur la base d'indices. On ne parle pas de preuves, on parle d'indices. C'est une première entorse à la présomption d'innocence. Oui, parce qu'on lui enlève sa liberté. On lui enlève sa liberté. En garde à vue, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas quitter le lieu. Et alors, je ferai un parallèle entre l'affaire DSK aux États-Unis et l'affaire DSK s'il était poursuivi en France. Imaginons que les actes incriminés avaient été commis en France. Alors, donc, c'est commis au Sofitel de Paris. Une dénonciation est envoyée à la police. La police vient prendre DSK. Comment ça se passerait? Alors, une plainte au commissariat. Le commissariat informe, les officiers de police judiciaire informent le parquet de cette plainte. Alors, contrairement à la police new-yorkaise qui jouit d'une certaine indépendance et qui peut prendre l'initiative d'une poursuite, les officiers de police judiciaire en France sont aux ordres du parquet. Le du parquet, procureur de la République. Le procureur de la République, donc, comme l'Attorney General, c'est celui qui doit... Sauf que ce n'est pas un magistrat indépendant au sens américain du terme, et la Cour européenne des droits de l'homme est venue nous le rappeler.
tu as vu rappeler ça aux Français je crois qu'il y a à peu près 2 ans, que le procureur de la République n'était pas un magistrat indépendant. Il est souvent aux ordres du gouvernement. C'est ça, il est nommé par l'État. Absolument. Par le gouvernement. C'est un fonctionnaire en plus. Ouais. Donc, les fonctionnaires en France sont notés chaque année. Donc, aux États-Unis, la police prend la décision de faire l'arrestation. Voilà, c'est ce qui s'est passé en l'occurrence. Là, d'après ce que j'ai compris et ce qu'on a lu dans les journaux, le Sofitel New York a alerté la police new-yorkaise, puis ils ont coincé DSK dans son avion, ils l'ont arrêté, ils lui ont lu ses droits, ils l'ont menotté. En France, lorsque vous faites l'objet d'une arrestation, on ne vous lit pas de droit. On ne lit pas de droit, mais donc, alors prenons, ce serait en France, le commissariat reçoit la plainte, va au parquet, et là, le procureur a la décision de demander l'arrestation ou non? Non, en fait, on informe le procureur qu'on va procéder à l'interpellation du suspect et on va le conduire au commissariat où il va être placé en garde à vue. OK. Et est-ce qu'il aurait été menotté à Paris? Fort probablement. J'étais avocat en France, j'ai assisté à des interpellations à la sortie d'un tribunal, par exemple, une fois, d'une violence inouïe où on a menotté des personnes devant mes yeux. Et les policiers auraient informé le parquet, mais est-ce que le parquet aurait pu dire « Oh, c'est DSK, vous n'y touchez pas » Ça, je ne veux pas préjuger de ce que dirait le parquet, mais... c'est possible. OK, mais c'est plus qu'une information. Donc, on demande une autorisation. Le parquet aurait eu la capacité de bloquer le droit d'interpellation. Absolument. OK. Absolument. OK. Bon, ensuite, aux États-Unis, il est amené au commissariat menotté. En France, il serait au commissariat en garde à vue. Également, en garde à vue. Bon, aux États-Unis, c'est aussi une sorte de garde à vue. On lui a lu ses droits, il a le droit à l'assistance d'un avocat, et il va être interrogé. Et pendant son interrogatoire, l'avocat, aux États-Unis, peut être présent. En tout cas, selon la loi new-yorkaise, il peut être présent. En France, lorsqu'on est en garde à vue, on a 3 droits. Le droit de téléphoner à la personne de son choix, le droit d'avoir un avocat et le droit à une visite médicale. Depuis le 15 juin 2000, on a le droit aussi de consulter un avocat pendant 30 minutes. Dès le début de la garde à vue. OK. Mais seulement pendant 30 minutes. Ensuite, le reste de la garde à vue, on est seul avec les policiers. Une garde à vue, ça dure 24 heures. Ça peut être renouvelé pour encore 24 heures sur autorisation du procureur de la République. Et puis pour certains faits en matière de stupéfiants, de crimes organisés, terrorisme, ça va aller de 72 heures à 96 heures, voire même 6 jours. OK. 6 jours avec 30 minutes avec l'avocat. Voilà. Bon. Et on n'a Alors, pas le droit on est interrogé, sans la présence de l'avocat, mais on l'a consulté avant. On a le droit de se taire, on a le droit de ne pas répondre aux questions. Et c'est curieux, alors cette loi du 15 juin 2000, dans sa première version, l'officier de police judiciaire devait mentionner à la personne suspectée, au gardé à vue, qu'il avait le droit de ne pas répondre aux questions. Et puis on s'est dit, bon, ça va bloquer un peu l'enquête, les investigations. Et curieusement, c'est un parlementaire de gauche, Julien Drey, qui a rédigé un rapport disant, non, il faut supprimer cette disposition parce que ça va entre... Il ne faut pas lui rappeler ce droit. Il peut l'exercer, mais il ne faut pas exagérer. Voilà. Alors qu'aux États-Unis, c'est absolument essentiel de dire... Je crois on conseille finalement à tous les suspects de se taire. Il y a un droit de se taire, un droit à silence. Tout ce que vous direz pourra être tenu contre vous. Il y a un droit de ne pas s'incriminer. Tout ça, ça n'existe pas en droit français. D'accord. On a le droit de ne pas répondre aux questions, mais on ne peut pas l'assimiler au droit au silence tel qu'on l'entend aux États-Unis ou encore ici au Canada. Dominique Strauss-Kahn donc, est arrêté à New York, se fait interroger, etc. Et ensuite, l'officier de police judiciaire va rédiger un rapport qui va transmettre ensuite au DA, au District Attorney, le procureur de l'État. À la cour criminelle de New York. C'est ça, la cour criminelle de New York, qui a un certain nombre de procureurs à sa charge, dirigés par le procureur général, qui lui est un élu. Tout à fait. Voilà. Et en fait, c'est ça qui a fait scandale en France, c'est que cette conduite, ce trajet entre le commissariat et la cour criminelle et le tribunal s'est fait sous les caméras. On a vu un Dominique Strauss-Kahn abattu, parasé, menotté et escorté par 2 policiers qui en plus le tenaient par ses bras. Et ça, c'est des images qui ont choqué la France au nom de la protection de la Parce qu'on dit, si on voit quelqu'un dans cet état, tout de suite, on conclut
qu'il a dû être coupable de quelque chose. Donc, c'est la diffusion de cette c'est image. jeter l'opprobre sur un ça. individu, Voilà. Et on le dit, non, pour le moment, il n'a pas été prouvé que Dominique Strauss-Kahn était coupable de quoi que ce soit, donc il a droit à une présomption d'innocence. La différence, c'est qu'en France, la même scène se serait déroulée, peut-être que quelqu'un l'aurait filmé, mais il n'aurait pas eu le droit de le montrer à la télé. Tout à fait. Et ça date depuis donc une dizaine d'années. Donc à ce stade de la procédure, donc en France, on n'aurait pas montré ces images, et c'est ce qui a choqué une partie de l'opinion française. Et là, je crois qu'on assiste à un choc culturel finalement entre les Américains qui ont voulu montrer, voilà, nous, même le puissant, on peut les avoir, et les Français qui disent il faut prendre des gants. Et les Français disant qu'il faut prendre des gants. Alors, oublions aujourd'hui que ce soit Dominique Strauss-Kahn, mais posons-nous la question suivante. Quand est-ce qu'on doit menotter une personne ? Oui, dans tous les cas, je veux dire, Dominique Strauss-Kahn, entouré de 2 policiers qui ne le tenaient pas, n'aurait pas pu s'échapper. Je pense que dimanche soir, Dominique Strauss-Kahn était l'individu le plus connu sur la planète. Oui. On parle de mission Planète Terre, là, pas besoin de... Mais dans beaucoup de cas, d'ailleurs, dans la majorité des cas, la capacité du prévenu de s'échapper est très faible, et cette idée de le menotter nécessairement est une humiliation plutôt qu'une réelle précaution, non? Absolument. Et je crois que ça a été fait aussi pour ça. Il ne faut pas oublier que les procureurs sont élus, qu'il y a une connivence certainement avec la police new-yorkaise, et qu'on a voulu orchestrer justement ce qu'on appelle ce perp walk, perpetrator walk. C'est la marche du prévenu. Et là, c'est déjà le condamné moralement dans l'opinion publique. Ouais. Alors après, c'est vrai que lorsqu'il est présenté devant le juge, qui va décider de l'affaire, le juge Jackson pouvait décider de classer sans suite, mais compte tenu des preuves, elle a décidé de renvoyer cette affaire devant un grand jury. Et aussi, je pense que compte tenu de ces images, et même dans la salle d'audience, ça a été orchestré, il y avait je ne sais plus combien de photographes, ça a été filmé, c'était diffusé en direct dans les mais comme c'est la norme aux États-Unis. Comme c'est la norme aux États-Unis. Voilà. Mais là, c'est un choc culturel, parce qu'encore en France, on ne peut pas filmer les audiences. Seulement, sauf les exceptions, sont les audiences qui comportent un intérêt historique. Et encore une fois, il faut attendre un certain délai, je crois une vingtaine d'années, pour pouvoir les diffuser, comme le procès Barbie, par exemple. Je crois que le procès Barbie, aujourd'hui, il est même vendu en DVD. Mais on ne pouvait pas diffuser. Et sauf exception, Raymond Despardons, par exemple, un réalisateur, avait obtenu quelques autorisations exceptionnelles pour filmer des audiences. Et pourquoi on interdit de filmer des audiences ? Parce qu'on considère que la justice doit être sereine et elle ne doit pas faire l'objet d'un scénario. Et que la présence de caméras va, par exemple, enlever une certaine spontanéité. Le juge va se dire, là, il y a toute la mairie qui me regarde. Monsieur Strauss-Kahn est accusé d'infraction extrêmement grave. Lorsqu'on lit l'acte d'accusation, c'est terrible. Là, elle se dit, mais est-ce que je vais pouvoir le libérer ? Là, elle a la pression de l'opinion. Elle sait qu'elle est regardée en direct, mais elle l'a voulu, elle l'a autorisé aussi. Donc là, ça a pu aussi influencer sur sa décision. Ouais, ça, c'est le débat sur la télédiffusion ou la diffusion. Lorsqu'on a décidé en droit romain que les tribunaux, la justice république, on ne pouvait pas asseoir plus que 20 personnes. Maintenant, on peut en asseoir 3 millions. Pourquoi est-ce qu'on ne franchit pas ce cap? Mais je ne veux pas qu'on discute de ça maintenant. Continuons notre processus en parallèle. Alors, aux États-Unis, DSK est amené devant une juge qui doit décider sur la foi des premières informations s'il y a un non-lieu, donc retournez chez vous, ou s'il y a l'étape suivante qui est d'aller devant un grand jury, c'est-à-dire devant une salle où une douzaine de Je crois citoyens... que c'est 24, il faut un quorum de 16. Le citoyen va entendre la preuve de la part du procureur. De l'accusation. Va entendre la défense de l'avocat. Pas du tout. Alors, cette procédure devant le grand jury, on pourrait dire que c'est une procédure inquisitoire à l'état pur. On n'a la version que de l'accusation. Jusqu'à ce stade, les avocats de Dominique Strauss-Kahn n'ont pas du tout accès à la preuve de la poursuite. Donc, ils ne savent pas quelle est la teneur des preuves. Ils ne savent pas. Ouais. Il y a des fuites, certainement. Ils suspectent certains éléments, ils soupçonnent quelque chose, mais ils n'ont pas accès officiellement à la preuve. Et donc, le grand jury va entendre l'accusation, et puis il va entendre surtout la plaignante.
au grand jury, la plaignante est présente, donne sa version des faits. Absolument. Mais elle n'est pas contre-interrogée par l'avocat de Dominique Strauss-Kahn. Non, l'avocat de Dominique Strauss-Kahn doit se taire. Est-ce ne que peut pas poser de Strauss-Kahn, questions. lui, peut parler? Alors, il peut être interrogé, mais je ne sais pas si ça a été le cas, si c'est le cas en l'espèce, s'il le sera ou pas. Ça, OK. Est-ce je qu'il sais a pas. le droit de dire « je veux parler Non, absolument pas. ». Bon. C'est seulement si l'avocat de l'accusation lui pose des questions si ou le des membres... procureur, si le DIA décide qu'il convient d'entendre le suspect, dans ce cas-là, il sera entendu. Mais on présente devant le grand jury que les preuves, ou à ce stade les indices de l'accusation. Et donc c'est une procédure purement inquisitoire. Mais alors, dans quel cas est-ce que le grand jury pourrait décider que ça ne vaut pas la peine de poursuivre? Il faudrait que la preuve soit ridiculement mal présentée Oui, mais dans la faible. majorité des cas, le grand jury suit généralement les réquisitions du procureur et puis décide d'inculper ou pas le suspect. Donc là, donc le jury délibère et décide d'inculper. Alors, il y aura procès. Alors, inculpé, il va être renvoyé devant un juge, et là, cette fois, devant ce juge-là, le juge va officialiser, si vous voulez, l'inculpation, et ce juge va décider, là, devant ce juge-là, Dominique Strauss-Kahn va pouvoir dire s'il plaide coupable ou non coupable, et puis ce juge-là pourra aussi décider s'il convient de libérer ou pas Dominique Strauss-Kahn, qui est placé dans l'attente de son procès. En détention provisoire. Alors, revenons à notre scénario hypothétique parisien. Alors, donc, en France, Dominique Strauss-Kahn est gardé en garde à vue. En garde à vue. Qu'est-ce qui se passe Donc, après? il est interrogé 24 heures, 48 heures pour ce type d'affaires. Il a consulté son avocat 30 minutes et puis il peut le consulter une deuxième, voire une troisième fois encore pour des délais de 30 minutes. L'avocat ne participe pas à l'interrogatoire. Et puis, compte tenu des éléments, le procureur va décider est-ce que je classe cette affaire sans suite ou au contraire, non, elle mérite que j'engage des poursuites et va transmettre, en l'occurrence, compte tenu des... Imaginons qu'il y a des indices suffisamment importants, il va transmettre ce dossier à un juge d'instruction. Bon, alors ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ici. Alors, Juge d'instruction. Le juge d'instruction, c'est un magistrat professionnel qui est chargé, pour résumer, de rassembler la preuve, à charge et à décharge. C'est-à-dire que suffisamment pour proposer il doit instruire dans les deux sens, c'est ça? dans la direction de l'accusation, mais aussi dans toute direction qui pourrait disculper la personne suspectée. Il est l'enquêteur magistrat. Voilà. Cette personne qui est le gardé à vue, donc qui va être présenté devant un juge d'instruction, il va y avoir un débat contradictoire pour savoir s'il convient de le mettre en examen ou pas. Un débat contradictoire entre qui et qui? Entre la défense et les autorités de poursuite, le procureur. Okay. Puis ça se passe, ça passe devant le cabinet du juge d'instruction. C'est ça, dans son bureau. Voilà, ça se passe devant le juge d'instruction. Il y a un débat mais c'est même pas un débat contradictoire parce que sont présents dans le bureau le juge d'instruction, le suspect et puis l'avocat du suspect, l'avocat de la défense. Mais le juge dispose déjà d'un dossier. La plaignante et l'avocat de la plaignante ou le Non, le pour la mise en procureur examen, ils ne sont pas là. ne sont pas là. Donc il y a un débat. Le juge d'instruction va poser peut-être quelques questions au suspect, alors en l'occurrence Dominique Strauss-Kahn, et puis compte tenu il dispose, comme on dit dans la loi, d'indices graves et concordants, va décider de le mettre en examen. Et une fois que Dominique Strauss-Kahn sera mis en examen, son avocat aura accès au dossier. OK. Ça, c'est la mise en examen. Alors qu'aux États-Unis, c'est une accusation qui est portée. C'est le déclenchement de l'accès... Jusqu'à l'inculpation. La mise en examen, c'est une inculpation. D'ailleurs, on appelait ça autrefois l'inculpation en France. Maintenant, on dit mise en examen justement pour atténuer l'impact du mot. Encore une fois, je pense que c'est aussi pour atténuer l'impact du mot et pour respecter le principe de la présomption. Il est en examen. Donc, il est mis en examen et puis en tant que mis en examen, il a accès à ce dossier. Bon. Mais là, le juge d'instruction continue. Oui, c'est ça. Il n'envoie pas ça au tribunal. Il continue à enquêter. Et là, il y a un moment... Alors, il peut enquêter pendant 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans... C'est très rare que le suspect soit en prison pendant la période d'enquête. Et c'est le juge d'instruction qui va décider si Dominique Strauss-Kahn va prendre en fait l'initiative d'essayer de placer Dominique Strauss-Kahn en détention provisoire. Ce n'est pas le juge d'instruction qui va prendre cette décision. Depuis la loi du 15 juin 2000, il y a un juge des libertés
qui va décider, là il y a un débat contradictoire, et on va décider si juge Dominique Strauss-Kahn va être placé en détention provisoire. Ouais, et ça peut être dans une prison, mais ça peut être aussi en résidence surveillée, ça peut être... Voilà, généralement c'est en prison. On essaye de développer en France le bracelet électronique, c'est pas aussi développé que de ce côté de l'Atlantique, mais généralement la détention provisoire c'est en prison. Pourquoi on place les gens en détention provisoire ? On parle d'indices graves et concordants, donc il y a suffisamment d'indices, mais surtout on veut protéger la preuve, on veut éviter la fuite s'il n'y a pas des garanties de représentation, etc. Mais là, la présomption d'innocence en prend un très gros coup, c'est parce que encore, voilà. s'il est en prison pendant qu'il est en examen, c'est parce que l'appareil judiciaire pense donc, qu'il est suffisamment à coupable. tous les stades et là, nous sommes encore dans la phase préparatoire du procès. Nous sommes dans le cadre de l'instruction. Dans cette phase-là, il y a une atteinte considérable à la présomption d'innocence. Tout le monde en convient. Mais c'est l'éternel débat entre la présomption d'innocence et l'intérêt de la justice. C'est des valeurs qui vont parfois de concert, mais qui sont parfois en tension, comme vous dites. L'intérêt de la justice, c'est aussi de permettre aux autorités de poursuivre de pouvoir mener leurs investigations à bien, quitte à prendre quelques mesures coercitives. Alors, le juge d'instruction, ensuite, il fait son enquête, il rencontre des témoins dans son bureau, avec l'avocat des témoins parfois, mais est-ce que l'avocat, dans ce cas-ci de Dominique Strauss-Kahn, serait présent lorsque le juge d'instruction rencontre des autres témoins? Alors ça, c'est le juge qui décide. Ah oui? Le juge fait ce qu'il veut. Il prend des ordonnances, il peut convoquer qui il veut, il peut convoquer un témoin seul, sans la présence de l'avocat de la défense, et puis l'interroger, puis remplir un procès-verbal qui sera versé au dossier. Donc l'avocat de la défense l'apprendra en allant consulter le dossier. Donc il faut régulièrement aller consulter le dossier parce que ça ne vous est pas envoyé automatiquement. Et il y a des trucs... Et il peut organiser, le juge d'instruction peut organiser aussi des confrontations. Oui, c'est ça, c'est ma question. Entre co-prévenus, entre commis en examen, commis en examen ou avec un témoin, etc. Mais avec la victime, la plaignante. Est-ce que dans ce cas-ci, est-ce que le juge d'instruction français, si c'était en France, pourrait dire je mets dans la même pièce DSK et la plaignante, tout à fait, et je vous mets en confrontation? Tout à fait. Ben, c'est extraordinaire, ça n'existe pas en droit américain. Mais ça, malheureusement, c'est pas filmé. On ne le voit pas, il n'y a pas de témoin. C'est seulement le juge d'instruction et les avocats des parties. D'abord, il faut comprendre que le plaignant, d'abord en France, il peut se constituer partie civile, donc il va avoir intérêt à participer à la procédure, parce qu'à l'issue de cette procédure pénale, il va pouvoir aussi demander des dommages et intérêts, une réparation. Oui, en plus de la condamnation pénale. En plus de généralement, il ne peut pas se prononcer sur les réquisitions. Ça, les réquisitions pénales vont être laissées au procureur, mais on peut s'y associer. Mais la fonction de la victime, c'est de demander réparation, une réparation pécuniaire. Alors qu'aux États-Unis, la victime pourra, en parallèle du procès pénal ou après, saisir les juridictions civiles en disant, bon, DSK, je lui demande 5 millions de dollars pour atteinte à ma personne, perte de jouissance, voilà. etc. Mais ça fait partie de l'instruction. Lorsqu'on dit qu'il faut instruire à charge et à décharge, peut-être que la confrontation entre la victime et le mis en examen, l'inculpé, va donner des choses nouvelles pour le juge. Mais est-ce que la victime pourrait refuser d'être en présence et en confrontation? Non, le juge peut l'obliger. Son refus de participer à la confrontation pourrait être interprété. Parce que c'est très dur, là, demander à une victime présumée d'agression sexuelle d'être devant son agresseur et de devoir converser avec lui. Oui, mais généralement, elle est assistée de son avocat. Alors, on évite, dans le cadre de l'instruction, que les avocats prennent trop la parole. Ce que veut le juge, c'est un peu de spontanéité. Et puis, il va essayer de les confronter. Mais ça, c'est laissé à l'appréciation du juge. L'avocat de Dominique Strauss-Kahn pourrait demander au juge, justement, confrontez-moi à la victime. Pour ça que le rôle du mis en examen en droit français, il n'est pas du tout passif. Il va participer activement. Certes, c'est à la poursuite de démontrer la culpabilité du mis en examen ou du prévenu par la suite ou de l'accusé, mais le mis en examen ne va pas rester passif. Il a aussi intérêt non seulement à démonter les preuves avancées par le procureur de la République, par la poursuite, ou par le juge d'instruction, parce que lui aussi va travailler de concert avec les officiers de police judiciaire, et
il va aussi travailler à prouver son innocence. Alors, et il y a même des cas où le juge d'instruction peut faire une reconstitution des faits avec Tout à fait. le suspect et avec la victime Tout à fait. sur place. Donc, si c'était au Sofitel de Paris, il pourrait les ramener au Sofitel Bien sûr. et dire, bon, M. Strauss-Kahn, dites-moi comment ça s'est passé. Mais ça peut Donc, même madame... se passer aussi à la phase du procès. Aussi, en plus. En plus. OK. Puisqu'à la phase du procès, alors on va revenir à la phase du procès, donc là on est en pleine instruction, et puis lorsque le juge d'instruction considère qu'il a mené toutes ces investigations, et là on ne parle plus d'indices, on n'a pas encore parlé de preuves, on ne parle plus d'indices, mais on va parler de charges suffisantes, il va transmettre son dossier à la chambre d'accusation, et demander le renvoi de Dominique Strauss-Kahn. Alors, selon la gravité des crimes et délits, ça sera soit devant un tribunal correctionnel, soit devant une cour d'assises composée de jurés. Donc, il fait sa recommandation, le juge d'instruction Absolument. recommande les poursuites. Voilà. Et devant quel cours, compte tenu de la gravité. Et Alors, là, vous êtes à la chambre d'accusation. C'est une chambre, en fait... On a parlé du parquet tout à l'heure. Voilà, la chambre d'accusation, c'est, si vous voulez, une chambre d'appel qui va surveiller les actes du parquet, mais aussi surveiller les actes du juge d'instruction. Et ce sont qui? Ce sont des magistrats? Ce sont des magistrats, magistrats du parquet, magistrats du siège, qui vont décider si Dominique Strauss-Kahn, en l'occurrence, doit être envoyé ou non. Donc, ce sont des fonctionnaires de l'État Ce sont encore des désignés par fonctionnaires, l'État. voilà. On pourrait présumer qu'en certains cas, ils posent un jugement politique plutôt qu'un jugement juridique sur l'opportunité de poursuivre la procédure ou non. Absolument, mais bon, généralement, on ose croire qu'on se fonde que sur des arguments juridiques. D'accord. Et ensuite, c'est la chambre d'accusation qui va renvoyer définitivement. Parce qu'il arrive plusieurs cas où on voilà. dit le parquet ou la chambre d'accusation s'est assis sur un rapport de juge d'instruction. Tout à fait. Mais généralement, on entérine ce qu'a dit le juge d'instruction. Okay. D'accord. Voilà. Et là, sauf si le juge d'instruction est trop indépendant et considère qu'il n'y a pas lieu à poursuite, peut-être que la chambre d'accusation peut revoir aussi le jugement. Il y a lieu à poursuite. Donc, à charge et à décharge, encore une fois, la cour d'accusation. Absolument. La chambre d'accusation. Bon, et là, on va se rendre au procès. Bon, revenons aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, ce n'était pas le juge d'instruction, c'était le grand jury qui a décidé que des poursuites seraient intentées. Et là, on renvoie devant un juge qui entérine ce que le grand jury a décidé. Et là, la preuve est disponible pour les avocats de DSK, des avocats qui ont d'ailleurs été présents à chaque fois que qui que ce soit a rencontré DSK. Les avocats américains étaient toujours présents. Et là, on s'en va devant une cour criminelle américaine. Voilà. Mais avant, il va y avoir ce qu'on appelle la phase de découverte, la phase de discovery, où les avocats de la défense qui ont désormais accès au dossier vont pouvoir les étudier, puis on va s'échanger les preuves entre la poursuite et la défense, avec et là c'est une procédure accusatoire à l'état pur, où là, les deux parties vont s'échanger les preuves, et puis il va y avoir un juge arbitre qui va filtrer ces preuves, et puis là, on va contester est-ce que telle preuve est admissible ou pas. Donc, il y a un véritable droit de la preuve. Et ça se passe au tribunal en public ou dans une pièce? Non, ça se passe devant le juge. Justement, le juge va jouer le rôle de filtre, parce qu'on ne veut pas mettre dans n'importe quelle, dans les mains du jury n'importe quelle preuve. C'est ça. Donc, par exemple, les antécédents sexuels de DSK, ça va être un gros débat. Est-ce qu'on les met en preuve? Est-ce qu'on ne les met pas en preuve? Absolument, voilà. Opportun ou pas opportun? Tout à fait. Okay. Et après, il va y avoir la phase du procès où les avocats vont plaider leur affaire devant des jurés. Okay. Mais à la grande différence, et je crois que c'est une différence fondamentale entre le système français et les systèmes anglo-saxons, c'est qu'en Amérique du Nord et en Angleterre, il existe un véritable droit de la preuve. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre entre les mains d'un jury n'importe quelle preuve. Le oui-dire est interdit, par exemple. En France, le oui-dire est tout à fait admis. Alors, définissons le oui-dire. Le oui-dire, ça serait, par exemple, vous êtes témoin en cour et puis vous dites Monsieur Strauss-Kahn a dit ça parce que mon voisin de palier l'a entendu dire ça. Le voisin de palier n'est pas à l'audience, on ne peut pas le contre-interroger, donc ça ne serait pas valable. La seule preuve admissible, c'est « je suis témoin » et j'ai entendu... Je suis témoin direct des faits, j'ai entendu, il me l'a dit. Voilà. C'est ça. Alors, quoi que ce soit que j'ai appris d'un tiers, il faut que le tiers vienne le dire. Absolument. Voilà. En France, vous pouvez dire « je le sais, c'est mon voisin qui me l'a dit ». Les règles de preuve en France tiennent en une seule phrase. La preuve en droit pénal et même en matière criminelle est libre. D'accord ? Elle est un peu trop libre. Elle est complètement libre. Ouais. C'est-à-dire, mais je crois qu'il faut lier ça. Alors, on va parler aussi d'une autre distinction
qui ne me paraissait pas fondamentale, mais elle m'est apparue qu'elle est devenue en étudiant les deux procédures, c'est qu'ici, il faut prouver la culpabilité, ou en Amérique du Nord, en général, ou en Angleterre, d'un individu en dehors de tout doute raisonnable. Ouais. Un juge en France, et même un jury de cour d'assises, doit décider selon son intime conviction. Et selon moi, ce terme intime conviction, pour moi, il n'y avait pas de grande différence entre hors de tout doute raisonnable et intime conviction, mais je pense qu'aujourd'hui, il y en a une. L'intime conviction permet à un juge de ne pas étayer, de ne pas détailler son cheminement intellectuel qui le conduit à considérer qu'un tel est coupable. Et puis, il suffit de comparer les décisions de justice françaises et la Cour suprême des États-Unis. Prenez la Cour de cassation en France, considérée comme la Cour suprême, et la Cour suprême du Canada. Ici, on a l'habitude de lire des décisions très argumentées qui font 120 pages, voire 200 pages, et les étudiants s'en plaignent. En France, lorsque ça atteint 20 pages, c'est extraordinaire. Et puis, alors que le doute raisonnable est assez bien balisé, les juges américains, il y a une forte jurisprudence pour dire, pour avoir un doute raisonnable, il faut un certain nombre de critères. Et même, donc, un juré ou un juge veut dire, j'ai l'intime conviction que vous êtes coupable, mais la défense a introduit un doute raisonnable, donc contre mon biais personnel, je vous relaxe. Et il y a un élément très important. Lorsque DSK va être jugé en France, il se retrouve devant une cour d'assises. D'abord, il n'a pas le droit de se taire, il n'a pas le droit de se cacher derrière son droit au silence. Il va témoigner, il va être interrogé en premier. D'accord ? En premier, de toute façon. En premier. Alors qu'aux États-Unis à la barre, et au Canada, on peut décider de ne pas témoigner si on pense que c'est mieux. On ne peut pas contraindre un individu de témoigner contre soi-même ou de témoigner tout court. Enfin, un accusé, je crois. Donc, on va commencer par quoi ? On va commencer par rappeler le pédigré judiciaire de Dominique Strauss-Kahn, si tant est qu'il en ait un. Je pense savoir qu'il a un casier judiciaire vide. Donc, mais on commence par le pédigré judiciaire de l'individu. Alors qu'aux États-Unis, parfois, on ne peut même pas le mettre en preuve. On ne peut pas le mettre en preuve. On ne peut pas le même mettre en preuve. Même pour montrer la récidive. Non, ça sera à la phase de sentencing. OK, lorsqu'on décidera de la peine. Lorsqu'on décidera de la peine. OK. Mais les jurés n'ont pas le droit de savoir que l'accusé a déjà commis le même crime. Non. Ce n'est pas un argument. Parce que ça polluerait son jugement. Alors qu'en France, on va commencer par ça. Et puis, on va lire l'acte d'accusation. Et souvent, l'acte d'accusation, on ne prend pas la peine d'utiliser le conditionnel. On utilise le présent de l'indicatif. Vous avez ce tel jour, etc. Et puis, on refait, si vous voulez, à l'audience, on va refaire l'instruction. On va passer en revue les procès-verbaux du juge d'instruction. Vous avez déclaré ça, etc. Et là, Dominique Strauss-Kahn peut dire, par exemple, en plein milieu du procès, écoutez, j'ai une révélation à faire, c'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai violée. J'ai tenté de la violer. Ça ne va pas stopper la procédure. On va continuer jusqu'au bout. Il ne veut pas plaider coupable et ça se termine à ce moment-là. Non, ça va pas se terminer même si vous plaidez coupable, on continue. Non. Il y a un plaidé coupable à la française, mais qui ne fonctionne pas comme ici. Pas la peine de rentrer dans ce débat technique, mais il n'y a pas de... si vous voulez, sa confession ne va pas stopper la procédure. On va continuer jusqu'au bout. Et c'est les jurés qui vont apprécier sa confession. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le mensonge, en France, fait partie de la procédure. Oui, mais s'il ment pour s'incriminer... S'il ment pour s'incriminer, on peut décider de le relaxer quand même. Oui, le juge va dire, attendez, vous avez nié jusqu'à maintenant et aujourd'hui vous avouez pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Et puis on va chercher, etc. Ça ne va pas jouer effectivement en sa faveur. Sûrement. Ça va être que l'aveu reste quand même la reine des preuves. Mais on va continuer le procès jusqu'au bout. Alors et même s'il a fait des aveux devant le juge d'instruction, on ne va pas s'arrêter à ses aveux, on va refaire l'instruction à l'audience lors de la phase du procès. Alors qu'aux États-Unis, s'il change son plaidoyer à la non-culpabilité, c'est terminé. Et d'ailleurs, à n'importe quelle étape du procès, il y a constamment des tentatives de régler hors cours avec... si vous admettez, je pense qu'il y a 5 chefs d'accusation, 5 ou 6. C'est ça. Il pourrait dire, écoute, tu plaides coupable à 3 des 6. Voilà, c'est ce qu'on appelle le plaidoyer de culpabilité, le plea bargaining. Mais tu acceptes de faire 10 ans de prison ferme, avec la poursuite, et puis
90 à 95% des affaires en Amérique du Nord sont transigées. Seulement 10 à 5% des affaires vont au procès. En France? En français, non, il y a un plaidoyer de culpabilité à la française, mais c'est pour accélérer la procédure. Oui. Donc, on ne peut pas dire au milieu du procès, bon, ben, le parquet a une entente avec l'accusé. Il y a des voies de médiation, etc., mais il n'y a pas de plea bargaining à l'américaine, ça n'existe pas. Okay. Ensuite, pour revenir à cette intime conviction, lorsque, aux États-Unis, donc, le juge ou le jury déclare DSK coupable dans cette hypothèse... Là, ça va être un jury. Hein, oui, ça va être un jury. Il y a possibilité d'appel sur toutes sortes de raisons, y compris le fait qu'il y avait effectivement doute raisonnable qui n'a pas été correctement apprécié. Oui, mais et là, en appel, on peut l'apprécier. Alors qu'en France, l'intime conviction, on ne peut pas faire appel de l'intime conviction. Ah si, aujourd'hui, d'abord, on peut faire appel des décisions des tribunaux correctionnels, ça de tout temps, et puis depuis une dizaine d'années, on peut aussi faire appel des décisions des cours d'assises. Jusqu'à, je crois que c'était... en quelle année on a autorisé cet appel, mais je crois qu'il y a 15 ans, 10 ou 15 ans, les décisions de cour d'assises étaient définitives, parce que c'était un jury populaire qui avait rendu, donc on ne pouvait pas le remettre en cause. Mais là, donc, comment on demande à un juge d'avoir la même intime conviction ou une autre lorsqu'on veut faire casser le jugement? On va refaire le procès devant une autre juridiction, devant une autre cour d'assises, devant d'autres jurés. On ne refait pas l'instruction, on refait juste le procès. Bon, donc, on a un droit automatique à l'appel? Absolument, oui. Ah bon? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement aux États-Unis, où lorsque le jury va aller délibérer, le jury est seul dans une salle. En France, le jury est accompagné du président de la cour d'assises. C'est ça, du juge. Qui va certainement les influencer dans leurs décisions, qui va leur dire attention, il faut prendre en compte ça, etc. Et ça, c'est un rôle très critiquable. Ben oui, il jouit d'une influence considérable. Absolument. Oui, tout à fait. Donc, pour ça, je considère qu'on fait un mauvais procès au système de justice américain et au système issu de la common law de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, en fait, si je conclus de ce que vous m'avez appris, DSK a davantage d'outils de défense aux États-Unis qu'il n'en aurait en France. Oui, parce qu'il en a les moyens financiers. Et s'il n'en avait pas les moyens financiers, est-ce que ce serait mieux en France? Un seul individu contre des procureurs assistés d'officiers de police judiciaire, on ne fait pas le poids. Mais ce serait le cas en France aussi. Non, parce que normalement, si le juge d'instruction fait bien son travail, il doit instruire à charge et à décharge. L'accusation n'a pas d'obligation d'instruire, au contraire, à décharge. Donc, si vous êtes riche, soyez arrêté aux États-Unis. Si vous êtes pauvre, soyez arrêté en France. C'est la conclusion que je pourrais tirer. Mais permettez-moi de finir sur une note. On a vraiment très peu de temps, allez-y. D'abord, il faut respecter la présomption d'innocence, mais aussi il faut respecter les paroles de la victime, qu'on a un peu oubliées dans cette affaire. Et elle a le droit, elle aussi, au respect de ses dires et de ce qu'elle a vécu. Merci beaucoup, Alexandre Stilios, pour toutes ces explications. Vous avez réfléchi à une plage musicale pour clore notre entretien. Laquelle et pourquoi? Alors, à Jean-Louis Aubert, qui est l'ex-chanteur du groupe Téléphone, et son nouvel album, et un titre de son nouvel album, Demain sera parfait. Et je dédie ça à la victime de l'affaire DSK et aussi à ma petite fille qui passe cette chanson en boucle à longueur de journée. Alexandre Stilios, vous êtes professeur de droit à l'Université Laval. Vous terminez votre doctorat en droit pénal avec notre collègue Hélène Dumont. Merci beaucoup pour ces explications et nous écoutons grâce à vous Jean-Louis Aubert, Demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner, demain sera parfait. Je veux chanter. De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium, ici Jean-François Lisée. Vous savez, on dit souvent que l'État fait la guerre, mais que la guerre fait l'État. C'est-à-dire que la nécessité de bien s'organiser dans une guerre
de bien se financer, fait en sorte de construire l'État moderne et que c'est un des éléments à l'origine de l'existence des États. Mais qu'en est-il de la démocratie? Est-ce que l'État fait la démocratie? Est-ce que la guerre fait la démocratie? Est-ce que la démocratie fait la guerre? C'est un peu le sujet du livre qu'a lu pour nous Frédéric Mérand. Merci d'être avec nous, Frédéric. Bonjour. Alors, Frédéric, vous êtes professeur de sciences politiques ici à l'Université de Montréal. Vous êtes directeur adjoint du CEPSI, le Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale, et votre dernier ouvrage paru, Introduction à l'Union européenne, aux éditions Debuck, parce que vous êtes aussi spécialiste de la défense européenne. Vous avez lu pour nous ce bouquin In War's Wake, c'est-à-dire dans la, comment on dirait, wake... Après la guerre. Après la guerre, c'est ça, dans le sillon de la guerre, les conflits internationaux et le destin de la démocratie libérale. C'est un livre collectif édité par Elizabeth Keir et Ronald Krebs. Pourquoi ce livre-là en particulier vous intéresse? Parce que c'est un livre qui s'attaque à une des plus vieilles questions de la science politique que vous avez abordée, c'est-à-dire quel est l'effet de la guerre sur l'État et sur la démocratie. Il y a toujours eu deux grandes hypothèses. Une qui est de dire que la guerre a un effet néfaste pour la démocratie. Donc, c'est la vieille idée que la guerre fait des États garnisons, on doit développer des appareils sécuritaires, on doit mobiliser la population, donc ça nuit à la démocratie. Mais il y a aussi une autre hypothèse qui s'est développée dans les 30-40 dernières années en sociologie politique, qui dit qu'au contraire, la guerre a souvent eu un effet positif pour la démocratie, puisque, par exemple, les premières politiques sociales, mais aussi le développement du suffrage universel, ont été des formes de concessions accordées aux soldats, aux femmes qui avaient perdu leur mari pendant la guerre. Et donc ça, c'est deux vieilles questions. Par ailleurs, il y a une autre question qui se pose souvent en sciences politiques, c'est de savoir si un pays vaincu, dans lequel on essaie d'imposer des institutions démocratiques, est-ce que ça fonctionne? Donc, alors, prenons-le séparément. Oui. D'abord, lien entre guerre et démocratie chez les vainqueurs. Okay. Alors, on a mené la guerre, on a gagné la guerre, donc on s'est organisé, on a créé peut-être, comme le disait Eisenhower, un complexe militaro-industriel. Est-ce qu'on devient, au lendemain de cette victoire, plus ou moins démocratique? Alors, sur cette question-là, les résultats de l'ouvrage sont relativement ambigus, c'est-à-dire qu'ils disent que les deux sont possibles. On a plusieurs exemples où les États se sont plutôt démocratisés, par exemple la Grande-Bretagne après la Première Guerre mondiale, le Japon, l'Allemagne, l'Italie après la Deuxième Guerre mondiale, mais on a aussi beaucoup d'exemples qui ne sont pas démocratisés, mais qui, au contraire, se sont durcis après une mobilisation importante dans la guerre. Et en fait, ce qu'on retrouve le plus souvent, nous disent les auteurs, c'est un processus dans lequel il y a une forme de démocratisation immédiatement après la guerre, mais souvent on retombe dans l'autoritarisme après quelques années. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Essentiellement, ce sont des facteurs structurels qui précède la guerre elle-même, qui préexiste la guerre elle-même. C'est-à-dire que si vous aviez un État qui avait déjà une société civile développée, des institutions parlementaires relativement solides, un niveau de développement économique assez important, vous avez plus de chances que la guerre, finalement, ne nuise pas à la démocratie, voire soutienne la démocratie. À l'inverse, si vous n'avez pas toutes ces conditions, ça ne marche pas. Prenons ce cas, Frédéric, parce que l'exemple est bon. Donc, dans une démocratie qui fait la guerre, comme une partie de la population active a souffert, l'État, l'élite, veut lui redonner quelque chose. Par exemple, aux États-Unis, c'est le GI Bill. Alors, les soldats, c'était la première fois après la Deuxième Guerre mondiale, on leur dit, bon, ben, on va vous payer vos études collégiales ou universitaires et on va vous payer pour le faire. Donc, ça, c'est un accès au savoir pour les soldats, un gain de la démocratie. Mais pourquoi est-ce qu'une démocratie préexistante ferait la guerre et qu'ensuite, malgré peut-être un petit moment d'ouverture, ferait une régression? Bien, les exemples qu'on peut mentionner sont, par exemple, l'Italie et l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, qui avaient toutes les conditions en place, pourrait-on croire, pour devenir des démocraties, qui l'ont été pendant quelques années, mais qui ont tombé dans le fascisme après. Et selon les auteurs, ça a surtout à voir avec l'organisation des partis politiques, donc avec des conditions internes plutôt qu'avec le phénomène guerre lui-même. Et on sait que dans le cas de l'Allemagne, c'est que l'idée de démocratie n'était pas ancrée dans le système allemand avant la Première Guerre. Et donc... Oui, les auteurs ne mettent pas tellement l'accent sur le rôle des idées. En général, ce qui les intéresse plutôt, ce sont les relations entre la société, l'État, les institutions militaires. Une chose aussi, peut-être pour terminer sur l'importance de la guerre pour les États vainqueurs,
la plupart des auteurs sont assez sceptiques sur ce qui se passe aujourd'hui parce que leurs observations s'appliquent à une époque où l'institution militaire était très importante. Donc, c'est la levée en masse, c'est le service militaire. Aujourd'hui, ils observent plutôt ce qu'ils appellent le militarisme spectacle, dans lequel, finalement, on est tellement loin de l'institution militaire, on n'est pas vraiment engagé dans ces histoires-là, donc l'État n'a pas à nous concéder des droits additionnels. Et le risque qu'il voit, c'est plutôt, justement, une accentuation de l'État sécuritaire, disons, au 21e siècle, surtout avec la guerre contre le terrorisme. Alors ça, c'est pour les États vainqueurs. Maintenant, les États vaincus. Donc, on perd la guerre, notre infrastructure a été détruite, notre sentiment de fierté nationale en a pris un coup. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Oui, mais ça, c'est extrêmement intéressant. En fait, c'est la raison pour laquelle je lisais le livre, parce que je l'ai lu il y a 3 semaines en Afghanistan, donc ces questions-là m'intéressaient. Je les voyais tous les jours lors d'un séjour en Afghanistan. Et évidemment, quand on est allé en Afghanistan, les Canadiens, les Américains, mais aussi les autres, très rapidement, on a dit, on va faire comme en Allemagne, comme au Japon, comme en Italie après la Deuxième Guerre mondiale, on va établir des structures démocratiques. Or, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à réviser nos ambitions de manière assez importante en disant il faut d'abord créer un État, des institutions juridiques, des institutions policières, une armée qui se tient debout et peut-être qu'un jour, la démocratie se développera, mais ça ne dépend pas véritablement des puissances occupantes. Ça correspond plutôt aux trouvailles des auteurs de cet ouvrage qui observent en effet que l'imposition de la démocratie de l'extérieur ne fonctionne, encore une fois, qu'à condition que les conditions locales soient réunies. Il faut avoir des voisins démocratiques, il faut avoir déjà des institutions politiques relativement développées, il faut avoir une société civile relativement développée. Or, ces conditions n'existent pas, par exemple, en Afghanistan, où vos voisins sont le Pakistan. Vous n'avez aucune tradition politique. Vous avez un niveau d'éducation qui est le plus faible au monde, probablement, avec un taux d'analphabétisme de 65 à 70 %. Et donc là, si on essaie d'imposer la démocratie de l'extérieur, ça devient très, très difficile. Et donc, cet ouvrage nous aide à comprendre un peu pourquoi. Et dans un État vaincu où préexistaient ces éléments, c'est différent. C'est-à-dire, il y a peu de cas où ça a fonctionné, mais on en connaît quelques-uns. L'Allemagne, l'Italie, après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un autre facteur qui est ajouté par les auteurs, c'est le fait que si vous détruisez complètement la structure politique autoritaire en place, vous avez peut-être plus de chances d'imposer la démocratie si, par ailleurs, vous avez des voisins démocratiques, vous avez un niveau de développement économique élevé, vous avez un niveau d'éducation élevé et une tradition quand même institutionnelle. Évidemment, ça ne s'applique pas du tout à l'Afghanistan où, plutôt que de détruire la structure en place, il y avait très peu de structures en place, on a voulu superposer la coopter. Exactement, donc jouer avec les structures claniques déjà existantes. Donc la situation est très, très différente. Est-ce que le cas de l'Irak serait plus proche? Parce que là, l'envahisseur américain a décapité le parti, l'armée, ce qui a été vu comme pour ce qui est de l'armée, ce qui a été vu comme une grave erreur parce que ça a déstructuré la sécurité dans le pays, mais émerge de façon très difficile, mais en tout cas émerge une démocratie fondée sur une société qui était beaucoup plus lettrée, avec une vraie société civile, avec une classe moyenne qui était affaiblie, mais qui préexistait. Est-ce que là, ce serait une des causes de l'émergence d'une démocratie irakienne? C'est effectivement difficile à dire, d'autant plus que la dite démocratie irakienne, faut encore voir. Le problème, c'est qu'on a très, très peu de cas de ce genre-là. Dans le cas de l'Irak, mais encore davantage dans le cas de l'Afghanistan, il y a aussi des structures claniques, des structures politiques locales qui peuvent instrumentaliser, d'une certaine manière, la démocratie qu'on veut mettre en place, l'État qu'on veut mettre en place. Moi, c'est une des choses qui m'a frappé en Afghanistan. On a mis en place une structure juridique, une structure policière, des élections. Mais en fait, toutes ces structures sont trustées, sont monopolisées par certains chefs de clan qui, par leurs actions, finalement, antagonisent une autre partie de la population qui, elle, va faire le lit des talibans. Or, ce sont des effets pervers, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui souhaitons véritablement que ce soit le résultat final, mais en instaurant des structures externes qui ne prennent pas greffe véritablement, on voit que des acteurs locaux ne sont pas complètement dociles, c'est-à-dire qu'eux-mêmes essaient aussi de jouer, de tirer leur épingle du jeu, d'instrumentaliser ces structures-là. Et ça, c'est aussi un phénomène important sur lequel, encore une fois, les auteurs du livre In War's Wake mettent beaucoup l'accent. On ne peut pas se contenter d'une imposition de l'extérieur, il faut aussi étudier les facteurs locaux qui sont susceptibles d'amener à la démocratisation ou non. Évidemment, il y a un problème de mobilisation
lorsqu'on veut entreprendre cette guerre, c'est difficile de dire on va aller en Afghanistan pour consolider les rapports tribaux et une idéologie islamiste radicale qui interdit aux femmes d'aller à l'école. Absolument, mais en même temps, il faut se rendre compte que en Afghanistan, il n'y a pas de progressistes, ou très peu. C'est-à-dire que toutes les factions ou tous les groupes sont conservateurs sur le plan religieux. Donc, la question religieuse, la question du conservatisme, finalement, est un peu, disons, marginale. Et c'est vrai que, et ça, c'est une des découvertes de la sociologie politique des dernières années, encore une fois, souvent, comme vous l'avez mentionné au début de notre entretien, c'est souvent la guerre qui a fait l'État, et c'est souvent dans les États déjà consolidés que la démocratie s'est développée. La chaîne de causalité inverse, par laquelle la démocratie arrive d'abord et ensuite l'État se forme, ou l'État se forme en même temps que la démocratie, on en connaît finalement très, très peu d'exemples. On n'a pas d'expérience de ce genre. Peut-être remonter à Athènes. Oui, mais je vous laisse remonter à Athènes. Merci beaucoup, Frédéric Meyran, pour ces éclaircissements. Donc, vous avez lu pour nous « In War's Wake, International Conflict and the Fate of Liberal Democracy ». Et on se quitte sur de la musique de la région d'Afghanistan. Vous avez choisi quel chanteur? Nusrat Fateh Ali Khan, qui n'est pas afghan, mais qui est effectivement un chanteur issu du pays voisin et peut-être du principal obstacle à la stabilisation et à la démocratisation de l'Afghanistan, à savoir le Pakistan. Alors, Nusrat Fateh Ali Khan, qui est connu pour sa musique traditionnelle pakistanaise et que vous entendez à votre épicerie dans le Myland, me dites-vous. Oui. Alors voilà, merci beaucoup et on s'en va en musique et on revient tout de suite après. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir des émissions précédentes de Planète Terre, elles sont toutes disponibles sur le site serium.ca. Vous trouverez sur le site également les annonces de nos activités publiques à venir. Vous y êtes conviés. Également, et en particulier, les écoles internationales d'été du Serium qui se déroulent pendant les 2 premières semaines de juillet. Les thèmes cette année, la question de la Chine, le printemps arabe, la Scandinavie, le modèle scandinave, pourquoi est-il un succès, la biodiversité, les droits de l'homme sur Terre et gestion de crise. Vous trouverez tout ça sur le site. Je remercie l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognian Guerriev, Charlène Ricard et Félix Lajeunesse. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.